Bonjour, nous allons enchaîner notre cours relatif aux oscillateurs sinusoïdaux par un autre type d'oscillateur, c'est l'oscillateur à quartz. Plusieurs paramètres peuvent influencer et modifier la valeur de la fréquence d'un oscillateur sinusoïdal, par exemple la température, la tension d'alimentation et aussi le vieillissement des composants électroniques. Ces variations vont modifier la précision d'un oscillateur et par la suite on aura un oscillateur non stable. Pour générer un signal sinusoïdal avec une grande précision et avoir des oscillateurs plus stables, on emploie généralement des résonateurs à base de matériaux piézoélectriques. Parmi les matériaux piézoélectriques qu'on peut utiliser en électronique, c'est le quartz. Alors le quartz, c'est un matériau ou bien c'est un cristal à base d'un matériau silice, comme vous le voyez ici sur l'image suivante. Ce matériau, il repose principalement sur l'effet piézoélectrique. Lorsqu'on applique une force mécanique sur le quartz, cela va provoquer l'apparition de plusieurs charges électriques positives et négatives et donc on crée une différence de potentiel aux bornes du quartz. Inversement, lorsqu'on applique un champ électrique sur le quartz, cela va faire apparaître une déformation du quartz et donc l'apparition des forces mécaniques. En pratique, le quartz se présente sous la forme d'une lame à l'intérieur de deux électrodes. On peut le symboliser par le symbole suivant. Ça ressemble à un condensateur et à l'intérieur nous avons un petit rectangle qui modélise le quartz. Pour décrire le comportement électrique d'un quartz, on peut le modéliser par le circuit électronique suivant. Donc, c'est un circuit RL-CS en série en parallèle avec un condensateur CP. Donc, nous avons une capacité CS, une bobine L et une résistance R dont les valeurs dépendent étroitement de la nature du quartz. Généralement, la résistance R modélise les pertes résistives à l'intérieur du quartz. Pour le condensateur CP, donc, il modélise les deux armatures du quartz. Pour déterminer l'impédance équivalente du quartz et pour simplifier les calculs, nous allons négliger les pertes résistives introduites par la résistance R. L'impédance équivalente du quartz, c'est l'impédance équivalente JL oméga en série avec 1 sur JC oméga en parallèle avec 1 sur JCP oméga. Donc là, c'est le produit sur la somme. Donc l'impédance équivalente Z égale 1 sur JCP oméga multiplié par JL oméga plus 1 sur JCS oméga divisé par la somme des trois impédances. Pour simplifier encore cette expression, on va factoriser par JL oméga et par la suite on va simplifier par ce même JL oméga. Donc on aura 1 sur JCP oméga 1 moins 1 sur LCS oméga au carré sur 1 moins 1 sur L oméga au carré multiplié par 1 sur CS plus 1 sur CP. Donc pour simplifier encore cette expression, nous allons introduire deux pulsations propres du quartz. La pulsation oméga S égale 1 sur la racine carrée de LCS, c'est la pulsation série du quartz, et la pulsation oméga P égale 1 sur L 1 sur CS plus 1 sur CP, c'est la pulsation propre parallèle du quartz. Donc après calcul, on montre que l'impédance équivalente du quartz Z égale à cette expression qu'on peut la réécrire sous la forme de JX oméga, avec X oméga égale moins 1 sur CP oméga, oméga au carré moins oméga S au carré sur oméga au carré moins oméga P au carré. Donc selon le signe de X oméga, on peut montrer que le quartz possède deux comportements, soit un comportement qui est inductif lorsque X oméga est positif et un autre comportement qui est capacitif lorsque X oméga est inférieur à 0. Donc pour bien étudier ce comportement, nous allons tracer la variation de l'impédance équivalente en fonction de la pulsation oméga. Bien sûr,
le oméga S est inférieur à oméga P, on peut voir aussi que les deux pulsations sont proches. Donc, pour étudier le comportement fréquentiel d'un quartz, il faut étudier le signe de X oméga. Alors, on va prendre tout d'abord le premier intervalle lorsque oméga est inférieur à oméga S. Donc, oméga inférieur à oméga S est aussi inférieur à oméga P. Donc, oméga au carré moins oméga S au carré est une valeur négative. Oméga au carré moins oméga P au carré est aussi une autre valeur négative. Donc, négative sur négative, c'est une valeur qui est positive avec le signe moins. Donc, la valeur de X oméga est une valeur qui est négative. Et dans ce cas-là, on peut dire que le quartz est capacitif. Donc, dans l'intervalle où oméga est inférieur à oméga S, on peut considérer le quartz comme un condensateur. Si on prend l'autre intervalle, oméga est supérieur à oméga P, et bien sûr, dans ce cas-là, le oméga est aussi supérieur à oméga S. Donc, on peut avoir un oméga carré moins oméga S au carré positif, et oméga au carré moins oméga P au carré est aussi positif. Donc, positif sur positif, c'est une valeur qui est positive, avec un signe moins, donc le X oméga est négatif. Donc là, X oméga négatif, ça veut dire que le quartz, il se comporte comme un condensateur ou bien le quartz est capacitif. Finalement, pour l'intervalle de oméga comprise entre oméga S et oméga P, donc là nous avons oméga est supérieur à oméga S, donc le oméga au carré moins oméga S au carré est positif, et aussi oméga inférieur à oméga P, donc le oméga au carré moins oméga P au carré est négatif, donc positif sur négatif, c'est une valeur qui est négative, avec le signe moins, donc ça devient X oméga est une valeur positive. Dans ce cas-là, on peut dire que le quartz, il se comporte comme une bobine ou bien il a un effet inductif. On prend maintenant un exemple d'application, un oscillateur de Colpitts à base de quartz. Donc l'amplificateur est modélisé en régime dynamique à l'entrée par une résistance d'entrée qui est infinie et à la sortie par un modèle de Norton ou bien par un générateur de Norton qui possède un gain en transconductance Gm et une résistance de sortie ρ. Le sens du courant est dirigé vers la masse. Pour la chaîne de réaction, elle est composée de deux condensateurs de capacité C1 et C2 et un quartz que l'on peut modéliser par son schéma équivalent en négligeant les pertes résistives. Alors pour simplifier les calculs dans cet exercice, nous allons poser le ZQ, c'est l'impédance équivalente du quartz égale à JX, ZC1, l'impédance du condensateur C1 égale à JX1 qui est égal à 1 sur JC1 oméga. Bien sûr, c'est moins J 1 sur C1 oméga. Donc le X1 égale moins 1 sur C1 oméga qui est une valeur négative. Pour le condensateur C2, son impédance équivalente c'est ZC2 qui est égal à JX2 égale 1 sur JC2 oméga qui est égal à moins J 1 sur C2 oméga. Donc le X2 égale moins 1 sur C2 oméga. Donc toujours pour un condensateur, les réactances X sont toujours négatives. Alors pour traiter ce genre d'exercice, donc il faut passer par le schéma équivalent en régime dynamique en remplaçant l'amplificateur par son schéma équivalent petit signaux. Donc le schéma équivalent de l'oscillateur en boucle ouverte est donné par le circuit suivant. Donc nous avons Vs, c'est le signal aux bornes de la résistance ρ et aussi aux bornes du condensateur C2. Le signal VR, c'est le signal aux bornes du condensateur C1. Donc, la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par l'expression suivante. Donc, c'est le rapport entre VR et VE. Pour simplifier le calcul, nous allons introduire la tension Vs en tant que tension
intermédiaire et donc la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par VR sur VS multiplié par VS sur VE. Pour exprimer le premier rapport VR sur VS, nous allons utiliser un diviseur de tension, donc VR égale l'impédance équivalente du condensateur C1, donc ZC1, divisé par la somme ZQ plus ZC1 multiplié par VS. Donc le rapport VR sur VS égale ZC1 sur ZC1 plus ZQ. Pour exprimer le deuxième rapport, VS sur VE, nous allons introduire l'impédance équivalente de la résistance ρ en parallèle à ZC2 en parallèle à ZQ plus ZC1, ce qui donne le circuit équivalent suivant. Donc la tension VS est la tension aux bornes de l'impédance Z équivalente. Donc en appliquant la loi d'Ohm, on peut écrire VS égale l'impédance équivalente ZEQ multiplié par le courant GMVE avec un signe moins puisque le sens du courant est dans le même sens de la tension VS. Donc finalement, le rapport VS sur VE égale moins GM Z équivalent. Bien sûr, l'expression de Z équivalent, c'est ρ parallèle à ZC2 parallèle à ZC1 plus ZQ. Et après quelques opérations mathématiques, on aboutit à l'expression suivante. Donc, la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par la forme suivante. Par la suite, on peut simplifier par ZC1 plus ZQ. Et on va remplacer le ZC1 par JX1, le ZC2 par JX2 et le ZQ par GX. Ce qui donne la forme suivante. Et après quelques opérations mathématiques, on aboutit finalement à l'expression finale de la fonction de transfert en boucle ouverte. Avec le produit ρ GM X1 X2 est un produit qui est réel, divisé par un terme qui est imaginaire ou bien complexe. Alors, pour définir la condition d'oscillation, il faut que la fonction de transfert au moment des oscillations T J oméga 0 égale à 1. Donc là, on a dit que nous avons un produit ρ GM réel, X1, X2 est réel, et nous avons un terme qui est complexe. Donc pour le rendre réel, on doit avoir la somme X1 plus X2 plus X égale à 0. Alors maintenant, on va étudier le comportement du quartz au niveau des oscillations. Alors là, nous avons le X égale moins X1 plus X2. Par la suite, on va remplacer le X1 par moins 1 sur C1 oméga, le X2 par moins 1 sur C2 oméga, et finalement, on aboutit à l'expression de X qui est égale à 1 sur C1 oméga plus 1 sur C2 oméga, qui est une valeur positive, et donc on peut déduire que le quartz est inductif ou bien on peut le remplacer par une bobine. Pour déterminer la fréquence d'oscillation, nous allons utiliser le x1 plus x2 plus x égale 0 et on va remplacer le x1 par moins 1 sur C1 oméga 0 et le x2 moins 1 sur C2 oméga 0 et le x par son expression qu'on a montrée tout à l'heure. Le oméga 0, c'est la pulsation d'oscillation. Donc, on aboutit à le rapport oméga 0 au carré moins oméga s au carré sur oméga 0 au carré moins oméga p au carré égale à Cp multiplié par la somme de 1 sur C1 plus 1 sur C2. Pour simplifier l'étude, nous allons introduire la capacité équivalente 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2, ce qui donne ce rapport égal à Cp sur C équivalent. Donc après quelques manipulations mathématiques, on détermine la pulsation d'oscillation égale la racine carrée de 1 sur LCS multiplié par 1 plus CS sur C équivalent plus Cp. Et la fréquence d'oscillation, donc c'est oméga 0 sur 2π.
Pour démarrer les oscillations, il faut que le module de la fonction de transfert au moment des oscillations soit légèrement supérieur à 1. Ça veut dire que le module de moins ρ gm x1 x2 sur x2 x1 plus x supérieur à 1. Sachant que le x1 plus x égale à moins x2, on va la remplacer dans ce module et par la suite on va simplifier par x2, ce qui donne le module de ρ gm x1 sur x2 supérieur à 1. En remplaçant le x1 par moins 1 sur c1 oméga 0 et le x2 par moins 1 sur c2 oméga 0, finalement, pour avoir un démarrage des oscillations, il suffit de prendre un produit ρ gm supérieur à c1 sur c2. On va terminer ce cours d'oscillateur par un dernier type d'oscillateur, c'est l'oscillateur à résistance négative. Dans un circuit LC, il y a toujours un échange permanent de l'énergie électrique et l'énergie magnétique entre le condensateur et la bobine L. Alors cet échange permanent va générer un signal sinusoïdal permanent. On peut montrer ça avec le calcul en introduisant la tension Vc aux bornes du condensateur et la tension Vl aux bornes de l'inductance L. Donc on peut écrire Vc plus Vl égale 0, sachant que la tension aux bornes de l'inductance égale à L dI par rapport au temps. Sachant que le courant I égale à la variation de la charge par rapport au temps, donc c'est dQ par rapport au temps, qui est égal à C d de Vc par rapport au temps. Donc c'est la variation de la charge aux bornes du condensateur. Donc en remplaçant cette variation dans l'équation suivante, cela va donner une équation différentielle du deuxième ordre, donc d carré Vc par rapport à dt au carré, plus oméga 0 au carré Vc égale à 0, avec oméga 0 égale 1 sur la racine carrée de Lc. Donc on voit bien que la solution de cette équation différentielle, c'est un signal qui est sinusoïdal avec une valeur Vc max et qui oscille avec la pulsation oméga 0. En fait, la bobine présente un effet résistif que l'on peut modéliser par une résistance interne, soit en série, donc c'est un modèle de la bobine réelle en série, donc L en série avec la résistance interne, ou bien un modèle en parallèle, donc la résistance interne en parallèle avec l'inductance L. Alors, cette résistance, il va introduire des pertes par effet Joule, ce qui va générer des oscillations amorties. Donc, on peut montrer ça avec le calcul. Donc, nous avons la tension aux bornes du condensateur Vc, plus la tension aux bornes de la résistance R, plus la tension aux bornes de l'inductance L égale à 0. Bien sûr, donc la somme égale à 0 dans le cas du modèle série. Donc, on va remplacer le VL par L dI sur dt et VR par la loi d'Ohm, donc c'est RI. Et sachant toujours que le courant, c'est la variation de la charge par rapport au temps qui est égal à C d de Vc sur d de t, ce qui donne une équation différentielle du deuxième ordre sous la forme suivante et dont la solution est un signal sinusoïdal amorti. Donc, pour avoir des oscillations sinusoïdales permanentes, il faut fournir au circuit une énergie qui va permettre de compenser l'énergie perdue par la résistance interne de la bobine. Dans ce cas-là, on va placer un dispositif qui présente un effet de résistance négative qui va compenser les pertes de la résistance interne de L. Alors, on va placer une résistance Rn dans le circuit précédent. Et on va montrer par le calcul que la somme Vc plus Vr plus Vrn plus Vl égale à 0. Donc, la tension au bord de Rn, c'est Rn multiplié par le courant I, ce qui donne cette forme. Donc, finalement, on aboutit à une équation différentielle du second ordre. Donc, la solution de cette
équation différentielle est un signal sinusoïdal amorti. Donc, pour avoir un signal sinusoïdal permanent, il faut que R plus Rn soit égal à 0. Donc là, il faut choisir Rn égale moins R et par la suite, la solution est un signal sinusoïdal permanent de pulsation oméga 0. Un exemple pratique qui va modéliser l'effet d'une résistance négative afin de compenser les pertes résistives de la résistance interne de la bobine R, c'est le circuit suivant. Donc là, on va modéliser la résistance négative par un circuit à base d'un amplificateur opérationnel avec un pan résistif R1 et R2 et une résistance entre Vs et la borne non inverseuse, donc R3. Donc on va montrer que ce dispositif est modélisé par une résistance négative. Donc on va supposer que l'amplificateur opérationnel est idéal et qui fonctionne en régime linéaire. Donc nous avons le courant I plus égal à 0 et par la suite le courant I, c'est le même courant entrant à la résistance R3. Donc en appliquant la loi d'Ohm, VRN moins Vs égale R3 multiplié par le courant I. Et par la suite, la tension VRN égale R3I plus Vs. Sachant que l'amplificateur est idéal, fonctionne en régime linéaire, donc VRN égale V plus égale à V moins. Donc le V moins, on peut le calculer par un pont diviseur. Donc c'est R1 divisé par R1 plus R2 multiplié par Vs. Donc c'est un diviseur de tension et finalement le Vs égale 1 plus R2 sur R1 VRN. Donc en remplaçant l'expression de Vs dans l'expression de VRN, finalement on aboutit à Rn, la résistance Rn qui est égale à VRN sur I égale à moins R1 R3 sur R2. Donc on voit bien que ce dispositif ou bien ce circuit modélise bien un effet de résistance négative. Donc pour compenser la résistance R, il suffit de choisir Rn égale moins R1 R3 sur R2. Donc dans un cas particulier, on peut prendre R3 égale R2, ce qui donne Rn égale moins R1. Et pour éliminer l'effet de la résistance R, il faut choisir R1 égale à R.